Medianoche. Bonjour ou bonsoir à tous, en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer, comme d'habitude, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir surtout y interagir avec nous. Et je vous invite aussi, si vous voulez poursuivre la discussion, à nous rejoindre sur notre Discord. N'oubliez pas non plus de consulter régulièrement notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète LO et de vous cultiver aussi entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes plateformes d'écoute, celles que vous utilisez là en ce moment pour écouter ce podcast, et notamment notre chaîne YouTube. Et sur cette chaîne, on vous invite aussi à venir y laisser un pouce bleu et un commentaire. Enfin, je vous rappelle la sortie du 12e numéro de Lucarne Opposé Magazine, dans lequel on s'intéresse notamment à l'histoire et l'impact et l'avenir du football universitaire dans la plupart des pays de la planète LO. Un magazine d'une centaine de pages aussi de culture foot sauce LO. Tous les liens pour nous suivre, pour vous procurer le mag, etc., nous soutenir, sont donnés dans la description. Place donc à ce nouvel épisode de Bola Latina et son menu assez copieux, vous allez le voir, puisqu'il va y être question d'entraîneurs étrangers au Brésil, de leur histoire aussi, de leur impact aussi sur le football à Ori Verde. Et qui dit football brésilien sur Hello, dit forcément Marcelin Chamoin qui va m'accompagner sur cette émission. Salut Marcelin, comment vas-tu ? Salut Nico, ça va très bien. Alors écoute, on va parler donc de ces fameux entraîneurs, on va en discuter ensemble de ces entraîneurs venus d'ailleurs qui animent régulièrement le football brésilien et on va commencer par planter le décor en rappelant que, pour parler d'histoire très récente pour le coup, que donc depuis 2019, sur 56 journées de Brasileirão, le leader de ce championnat était entraîné par un étranger à 42 reprises. Alors, ça fait beaucoup, ça représente 4 clubs essentiellement, le Santos et l'Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, évidemment le Flamengo de Jorge Jesus et enfin l'Inter du Chacho Coudet. 2 Argentins, un Portugais, donc 3 étrangers. Ce n'est donc finalement pas une surprise, Marcelin, puisque ces derniers temps, dès lors qu'un club recherche un nouveau coach, il se tourne vers l'étranger. Ouais, c'est vrai que pour 2020, il y a Sampaoli et Coudet. Il y a eu Gesualdo avec Santos en début de saison. Et Flamengo, même avant de prendre l'Espagnol Domé, est en contact avec les Portugais Leonardo Jardim et Marco Silva. Et aussi l'Espagnol Ramirez, qui a aussi été en contact avec Palmeiras, qui cherche actuellement un entraîneur. Et c'est le Portugais Abel Ferreira qui devrait être officialisé. Mais le Palmeiras a aussi été en contact avec les Argentins Schelotto et Gabriel Heinze. Donc pour Flamengo et Palmeiras, il y avait aussi cette recherche d'un entraîneur étranger. Ouais, et on va le voir, d'ailleurs on va le voir tout de suite, on va se plonger un petit peu dans l'histoire et on va s'apercevoir que c'est pas forcément une mode passagère, parce que ça peut être aussi le cas parfois, on sait comment ça fonctionne en Amérique du Sud. On va se plonger dans l'histoire pour voir donc que ce phénomène, en fait, est une tradition au Brésil, et on va remonter très 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 loin, pour le coup, avec toi. On va se plonger du côté des pionniers, où on va trouver 3 grands courants d'entraîneurs étrangers dans les premières décennies d'évolution du football brésilien. Ouais, ça commence avec les Anglais. Il y en a eu très peu quand même au Brésil. C'était surtout des ingénieurs pour mettre au point les réseaux de chemin de fer. Et donc il y a Charlie Williams qui était un ancien gardien de but qui a entraîné le Danemark aux Jeux Olympiques 1908 et qui va entraîner Fluminense en 1911. Et donc c'est le premier entraîneur étranger d'une équipe brésilienne. Et c'est même le premier entraîneur de Fluminense qui a été fondé en 1902. Mais jusqu'à 1911, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était un grand comité, une commission qui dirigeait l'équipe et pas une seule personne. Et donc Charlie Williams, c'est le premier entraîneur du club. Et pour les Anglais, on peut citer aussi Harry Welfare, qui est arrivé à Rio de Janeiro comme professeur au lycée britannique. C'est une légende de Fluminense comme attaquant.
et il a entraîné ensuite Vasco de 1927 à 1937 et il va remporter en tant qu'entraîneur 3 fois le championnat Carioca. Ensuite, on peut citer les Sud-Américains avec les Uruguayens. Ça s'explique par la proximité entre les deux pays. Et puis le football uruguayen était en avance à cette époque, parce qu'on rappelle qu'ils ont remporté 5 des 8 premières Copa América, enfin le championnat sud-américain à l'époque. Et il y a énormément du coup d'entraîneurs uruguayens qui vont entraîner au Brésil, qui vont gagner des titres. On ne va pas tous les citer, mais on peut parler de Ramon Platero, qui a remporté la Copa América 1917 comme entraîneur de l'Uruguay. Il gagne ensuite le championnat Carioca 1919 avec Fluminense et il va diriger Flamengo à partir de 1921. Flamengo commence le football en 1912, mais là aussi c'est lui le premier entraîneur seul de Flamengo. En 1922, il entraîne toujours Flamengo, mais il va entraîner aussi Vasco, qui à l'époque jouait en deuxième division. Maintenant, ça paraît difficile à imaginer un entraîneur qui fait Flamengo et les Vasco. entraîneurs-joueurs, là, le double entraîneur, c'est pas mal. Ouais, c'est assez insolite. En tout cas, en 1923, Vasco va monter en première division. Donc là, il se consacre uniquement à Vasco. Il va gagner le championnat la même année, puis en 1924. Et il remporte aussi un championnat paulista avec Palmeiras. Et le second uruguayen qu'on peut citer, c'est Ondino Vieira, qui a dirigé 302 matchs avec Fluminense. C'est le deuxième total de l'histoire du club. Et il remporte 3 fois le championnat Carioca de 1938 à 1941. Et passe ensuite par différents clubs du Brésil. Donc on a des Uruguayens, mais pas que. Il y a aussi Carlos Volante, qui était un Argentin, donc un ancien joueur milieu défensif. D'ailleurs, aujourd'hui, on appelle encore les milieux défensifs au Brésil Volante, en hommage à ce joueur argentin. Il va entraîner ensuite l'International et Bahia, avec qui remporte la Taça Brasil en 1959. Et ça va être le seul étranger à remporter le championnat national jusqu'à 2019. Et puis enfin, pour les Sud-Américains, on peut citer Fleitas Solic, qui est un Paraguayen. Il remporte le championnat sud-américain avec le Paraguay. Il y a eu un match d'appui contre le Brésil. Le Paraguay le remporte et signe dans la foulée à Flamengo, où il va remporter le Tricampeonato Carioca de 53 à 55. Il passe aussi par différents clubs du Brésil et revient au Flamengo, où il lance notamment Zico parmi les professionnels en 1971. Donc on a aussi un beau CV. Et puis le dernier courant, c'est les Hongrois. Donc il n'y a pas pourtant une forte immigration hongroise au Brésil, mais je pense que c'est déjà une place forte du football européen, et avec un jeu qui était plus proche du football brésilien que celui d'autres pays européens. Par exemple, il y a János Tatre qui était un simple commerçant, même s'il avait joué en Hongrie. Et dans une interview, il parlait du football hongrois, et un dirigeant d'un petit club a apparemment beaucoup aimé l'interview et lui a proposé le poste d'entraîneur de son équipe. Et c'est comme ça qu'il lance sa carrière d'entraîneur au Brésil et va remporter ensuite un championnat d'État avec Ceará. Et parmi les autres Hongrois, on peut citer Nicolas Ladagni, qui a été triple champion Carioca entre 1930 et 1932 avec Botafogo. Dori Kröchner aussi, qui a entraîné Flamengo et Botafogo en 1937-1938. Et puis Bela Gutmann, qui est passé notamment par Benfica. Évidemment. Et alors tu le dis, on le voit, il y a trois courants d'immigration étrangère, anglais, donc les Sud-Américains, ce qui paraît un peu logique quand même de voir des Sud-Américains arriver. Et hongrois, pour parler d'autres Européens. Ces entraîneurs-là n'ont pas fait que décrocher quelques titres, ils ont aussi fait évoluer le football brésilien, Marcelin, notamment, ils l'ont fait évoluer. Est-ce que tu peux nous rappeler sur quel point, plus particulièrement, ils ont fait évoluer ce football brésilien des premières années, concrètement. On est avant les Coupes du Monde 50 et 58, donc même avant 58, on va dire, puisqu'on verra après. Mais comment ils ont fait avancer ce football-là ? Ouais, ça vient avec le professionnalisme qui est instauré en 1933 au Brésil. Il y en a un petit peu avant, mais ouais, c'est vraiment la période du début du professionnalisme. Et les améliorations se font sur plusieurs points. On peut parler des méthodes d'entraînement. Il y a par exemple Jim Lopez, qui était un Argentin, lui, qui était un ancien entraîneur de boxe. Et du coup, aussi par rapport à son passé de boxeur, il va innover sur le plan de la préparation physique. Ensuite, il y a aussi sur tout ce qui est organisation du club. Par exemple, Dori Kröchner, il a pourtant pas trop de succès comme entraîneur,
mais c'est lui qui va demander à ce que Flamengo joue avec un maillot blanc pour qu'il soit plus visible lors des matchs nocturnes. Et du coup, Flamengo devient le premier club brésilien à adopter un deuxième maillot. Il importe aussi, et c'est le troisième point, c'est la tactique, ce qui va importer un schéma en WW, donc qui était une formation plutôt défensive en 2-3-2-3. Mais la vraie innovation tactique, elle est de Béla Gutmann, qui utilise le 4-2-4 de la Grande Hongrie de 54. Et avec ce schéma-là, il va permettre à Sao Paulo de remporter le championnat paulista 1957. Et parmi ses adjoints, il y a Vicente Feola, qui est le sélectionneur du Brésil un an plus tard, en 58, qui va utiliser le 4-2-4 et qui va permettre au Brésil de remporter la première Coupe du Monde. Ouais, et ben on va justement y arriver. La transition, elle est toute trouvée parce que 58, c'est véritablement un premier tournant. Alors évidemment, hein, c'est le titre mondial décroché par le Brésil. Mais ce titre-là, on l'a déjà exploré à travers divers articles, on l'a exploré à travers diverses interventions. Il a changé des choses au Brésil, ça on le sait, sur d'autres plans. Mais en termes d'entraîneur, c'est aussi un tournant, puisque à partir de 58, l'école des étrangers va être un petit peu remise en question. Ouais, ça a tendance à disparaître. C'est vrai que 1958, c'est un peu le Brésil qui retrouve sa fierté. Je crois que j'ai fait un article pour le MAG, le 3 sur la Coupe du Monde, sur 58. Et c'est vraiment 8 ans après 1950 où ça a été une fracture terrible. Le 58, le Brésil retrouve sa force. Et du coup, ils ne font plus trop appel à des entraîneurs étrangers. Il va y avoir deux écoles qui vont s'opposer, le football Archi et le football Força, des entraîneurs qui vont prôner un football plus offensif. On pense à Lula avec Santos, mais vers Zezé Moreira, Travaglini, Rubens Minelli, Claudio Coutinho, et puis un peu après, bien sûr, Tele Santana. Et des entraîneurs plus autoritaires qui vont être basés soit sur le physique ou la tactique, par exemple Osvaldo Brandao, Zagallo, Enio Andrade, Carlos Alberto Pereira ou Lazzaroni. Et donc voilà, ces deux écoles bien différentes du football brésilien vont suffire aux dirigeants qui vont choisir un profil ou un autre, mais il y a peu d'étrangers au cours de cette période. Ouais, et on se retrouve donc avec ces deux écoles-là que tu viens de décrire qui vont dicter l'évolution du football brésilien, mais tu l'as sous-entendu un petit peu, il y a quand même quelques exceptions dans ce paysage-là. Il reste quand même une toute petite place pour certains étrangers, quelques exceptions que l'on peut aussi expliquer. Ouais, ça va être surtout des Sud-Américains, Argentins et Uruguayens. Il y a par exemple Filippo Núñez qui va remporter le Rio-São Paulo 65 avec Palmeiras. Mais il a commencé sa carrière d'entraîneur au Brésil à São Bento en 54. Il rejoint Cruzeiro l'année suivante. On peut citer aussi Renganeshi qui a joué comme défenseur à Fluminense et São Paulo, qui va entraîner ensuite Flamengo et São Paulo. São Paulo, c'est vraiment l'équipe qui va faire confiance, qui va plus s'appeler d'entraîneur étranger. Il y aura parmi eux José Poi qui était gardien de Sao Paulo de 1948 à 1962. Il va passer 5 fois au club comme entraîneur. Il remporte le championnat paulista en 75. Et après, on peut citer aussi Pablo Forlán en 90, Dario Pereira en 97-98, puis Roberto Rojas. Tous ces joueurs-là, avant d'entraîner Sao Paulo, sont passés par le club en tant que joueurs. Il y a juste une exception, c'est Jim Lopez qui entraîne le club en 65. Il n'a jamais joué à Sao Paulo. Par contre, il avait déjà entraîné le club et remporte le championnat paulista 1953. Donc en fait, c'est soit des entraîneurs qui ont commencé leur carrière d'entraîneur au Brésil avant 58, ou alors ce sont des entraîneurs qui ont un passé comme joueurs au club et qui sont même des idoles du club. Ouais, qui se sont déjà, entre guillemets, toute proportion gardée, brasilianisés en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Il connaissait déjà le Ouais. club et Sao Paulo faisait appel à ses joueurs, mais c'est vrai à ses entraîneurs. Mais ouais, il y a sinon, à part Jim Lopez, il y a pas de. Ouais, c'était presque un passage obligatoire comme Ouais, joueur c'est avant ça. d'avoir sa chance comme entraîneur. Ouais. Et donc voilà, alors tu le disais, on a quelques exceptions, mais on a quand même deux courants brésiliens, vraiment, d'entraîneurs et de techniciens brésiliens. Il y a l'impact de cette Coupe du Monde 1958, mais si on fait un petit bond dans le temps, il va y aussi avoir cette instabilité croissante
notamment alors à tous les étages, hein, j'ai envie de te dire, du football brésilien. Il y a aussi plusieurs articles qui évoquent cette instabilité croissante à tous les étages du football. On va arriver surtout notamment dans les années 90-2000. En termes d'instabilité, je pense aussi à ton article sur le Brasileirão en 87, qui est une petite merveille, hein, si vous avez envie d'avoir un peu mal à la tête. Il est parfait pour ça. Mais donc voilà, il y a cette instabilité croissante qui n'aide pas non plus à attirer des étrangers, hein, concrètement. Ça devient compliqué dans les années 90 surtout, où il y a l'arrêt Bosman et la loi Pelé qui font que les clubs vont être régulièrement endettés avec une très forte instabilité. Il y a aussi la pression des supporters qui n'est pas la même dans les années 90 par rapport à la pression qu'il pouvait y avoir dans les années 60 ou même 1980, c'était quand même plus tranquille. Il y a beaucoup de pression sur les clubs et les changements d'entraîneurs vont être extrêmement fréquents. Et parfois, les clubs vont plutôt recruter un nom, par exemple Abel Braga, Cuca. Enfin, il y a beaucoup d'entraîneurs, Emerson Leão, beaucoup d'entraîneurs qui vont passer un petit peu par tous les clubs, un peu moins des entraîneurs avec un vrai projet, mais qui ça demande du temps à mettre en place. C'est vrai qu'on essaie de faire un peu à la va-vite. Et du coup, il y a beaucoup de changements d'entraîneurs. Il y a une enquête de Globo Esporte depuis 2003. Donc 2003, c'est le passage au format européen du Brasileirão, donc c'est-à-dire une phase aller-retour et plus de phase finale. Et donc Globo suit 28 plus grands clubs, on va dire, du Brésil. Et depuis 2003, donc 17 ans, il y a en moyenne 39 changements d'entraîneurs par club. Il y a un record pour Fortaleza avec 54 changements d'entraîneurs. Donc on ne prend pas en compte les intérimaires. Et donc la durée de vie d'un entraîneur dans un club depuis 2003, c'est un peu moins de 6 mois. Il y a un record qui est toujours d'actualité avec Renato Gaúcho qui a un peu plus de 4 ans. Mais par exemple, pour Flamengo, le record, c'est Luxembourgo au début des années 2010, avec 16 mois. Mais depuis 2003, aucun entraîneur de Flamengo est resté plus d'1 an et demi sur le banc. Et sur cette période-là, il y a très peu d'entraîneurs étrangers. Il y a une exception, c'est l'Atlético Paranaense qui va prendre 4 entraîneurs étrangers sur cette période, dont Lothar Matthäus, mais sans vraiment de succès. Et les entraîneurs argentins ou étrangers vont avoir les mêmes difficultés que les Brésiliens, à savoir l'instabilité des clubs et très peu de temps pour travailler. Dès qu'il y a une petite série qui est un peu moins bonne, ils sont déjà en danger. Et en plus, ils peuvent être critiqués par les supporters qui vont reprocher par exemple la barrière de la langue ou des manques des idées de jeu. Il y a toujours une méfiance quand même des supporters envers les coachs étrangers. Et en plus, les échecs vont renforcer cette idée que les entraîneurs étrangers n'ont pas leur place dans le football brésilien. Il y a par exemple Ricardo Careca qui a fait 12 matchs avec Palmeiras en 2014 pour seulement 3 victoires. Et puis un petit peu plus tôt, il y avait Passarella qui a fait 1 mois au Corinthians de 2005. Donc époque MSI où il y avait une vraie fracture dans le vestiaire entre les joueurs qui avaient été recrutés par MSI et Tevez, Mascherano, etc. et les joueurs qui étaient là depuis un peu plus longtemps. Passarella avait été appelé en pompier et en fait il s'était mis les deux clans à dos et il y a eu quelques... c'est un moyen d'unir le groupe. Ça marchait puisqu'ils ont fini par être champions, mais il y avait quelques défaites très, très embarrassantes. Il y en a eu en Coupe du Brésil contre Cianorte, un petit club. Il y avait un 5-1 dans un classico contre São Paulo. Et du coup, il fait qu'un mois au club et après, il les remercie. Ouais, et cette instabilité, elle existe encore. Hein. Là, on parle on a l'impression qu'on parle d'un temps révolu. On va quand même le préciser, même si maintenant on le dit, il y a des entraîneurs étrangers. On va expliquer dans un instant pourquoi. Cette instabilité, elle est quand même connue de toute l'Amérique du Sud, j'ai envie de dire. Hein. C'est d'ailleurs une blague récurrente sur la durée de vie d'un entraîneur brésilien. Hein. On est d'accord. Hein. Ouais, toujours. D'ailleurs, sur l'enquête de Globo, il y a le nombre de jours où il n'y a pas eu de changement d'entraîneur. Et quand j'ai préparé la semaine dernière, c'était à 9 jours. Et puis j'y suis allé, là, c'était 2 jours. Et donc oui, ça change tout le temps. Je crois le record, c'était 4 jours. Après, c'est un entraîneur d'Havaï qui était parti 4 jours après son arrivée. Mais oui, ça change énormément et très, très rapidement. Dès qu'il y a 3 défaites, l'entraîneur est en danger. Ouais, c'est ça. Et donc, on l'a dit, on avait 2 facteurs contre ou comme frein de l'arrivée des entraîneurs étrangers, le développement des techniciens locaux, là, le post-58, donc ça a duré ça s'est allongé dans le temps, cette instabilité croissante. Et pourtant, on l'a dit, 58 a changé la donne dans un sens. Il y a une autre Coupe du Monde
qui a changé la donne aussi. On commence à en voir un petit peu maintenant les répercussions parce que cette Coupe du Monde, elle est très récente. C'est celle de 2014. Je vais te rappeler le douloureux 7-1, mais ce 7-1 a véritablement aussi changé les choses sur beaucoup de plans, notamment au niveau des entraîneurs où tout à nouveau a basculé au pays. Ouais, un petit peu comme en 1950, ça a forcé le football brésilien à se remettre en question. Comme en 1950, le football était vu comme dépassé, notamment par rapport aux Européens. Et donc, il fallait se renouveler, échanger. Et puis, en plus, il y a eu aussi le scandale de la FIFA, voilà, qui touche largement le football brésilien, même si ce n'était pas une nouvelle que le football brésilien était corrompu. Mais il y avait un besoin de changer, même si ça se fait pas par hasard, mais le premier club vraiment à faire appel à un étranger, c'était l'International en 2015, où ils prennent Diego Aguirre. Donc là aussi, pareil, il a joué à l'International, il a joué à Sao Paulo aussi, donc on retrouve ce lien entre la carrière de joueur et celle d'entraîneur. Mais avant de prendre Aguirre, l'International avait suivi les refus de Tite, Abel Braga, Luxembourgo et Mano Menezes, donc des entraîneurs qui ont été habitués à passer par des Brésiliens qui sont des gros noms, qui sont habitués à avoir fait pas mal de clubs. Et du coup, comme il y a tous ces refus, l'Inter va prendre Aguirre. C'est un peu ce qu'on voit aussi aujourd'hui avec Palmeiras qui cherche un entraîneur étranger, mais qui en un an a limogé Scolari, Mano Menezes et Luxembourgo, donc là aussi des gros noms. Donc voilà un peu comment dire, les Brésiliens ne marchent plus, donc l'Inter s'est tourné vers un étranger et Aguirre va faire un très bon parcours, parce qu'il remporte le championnat gaucho la même année. Il mène le club en demi-finale de la Copa Libertadores. Et derrière, on retrouve Sao Paulo qui va de nouveau faire appel à des coachs étrangers. Il y a Juan Carlos Osorio en 2015, Edgardo Boza en 2016, puis encore Aguirre en 2018 qui va faire aussi un passage à l'Atlético Mineiro. Et on peut citer aussi Flamengo en 2017 avec Reinaldo Rueda. Donc voilà, ça se met un petit peu en place à partir de 2015. Et ça peut donner un mélange positif, puisque en général, l'entraîneur va arriver avec 2 ou 3 personnes dans sa commission. Il y a des Brésiliens qui restent au club, et du coup, ce mélange peut être bénéfique pour le club. C'était Jorge Jesus qui avait dit qu'il avait aussi beaucoup appris l'année dernière avec les Brésiliens de son staff. Et c'est vrai que si on prend le Brésilien en 2019, premier c'est Flamengo de Jorge Jesus, deuxième Santos de Sampaoli, et cette année le trio de tête pour l'instant international Flamengo, Atlético Mineiro, on retrouve aussi 3 étrangers. Exactement, et voilà, donc ça donne, il y a des résultats aussi. Ça entraîne une petite question quand même, comment cela est vu désormais au Brésil? Tu l'as dit, il y a eu quelques années, on regardait, même si ça existe encore, on regardait un petit peu de travers un entraîneur étranger dès que ça marche pas. Mais comment cela est vu? Est-ce qu'il y a des conséquences sur les techniciens brésiliens? Parce qu'on voit qu'il y a d'anciens joueurs, d'anciennes légendes même, qui prennent des postes d'entraîneur. Je pense évidemment à Rogério Ceni, qui travaille plutôt bien, on va le dire. Est-ce qu'on arrive à une sorte d'équilibre, ou est-ce qu'il y a encore un vrai débat qui va opposer, comme on peut le voir dans d'autres pays, il y a pas mal de pays sud-américains où le débat est récurrent entre les entraîneurs, où on oppose, justement pas entre, on oppose les entraîneurs étrangers et les entraîneurs brésiliens. Est-ce qu'il existe encore ce débat au Brésil? Oui. Après, les supporters sont toujours partagés. Même Jorge Jesus, par exemple, il fait pas l'unanimité quand il arrive au club. Il y a toujours une méfiance qui existe encore envers l'entraîneur étranger. Mais je pense qu'on peut distinguer 2 types de clubs, avec les puissants d'un côté. C'est vrai que ceux qui font appel aux entraîneurs étrangers, donc on a parlé de Sao Paulo et Atlético Mineiro, Flamengo, Santos. Santos c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, mais l'International aussi. Voilà, c'est des clubs qui ont la puissance économique de prendre de bons entraîneurs. D'ailleurs, les étrangers vont se faire assez peu virer, à part Gesualdo à Santos cette année. Sinon, ils vont plutôt quitter d'eux-mêmes le club. On pense à Osorio qui a pris la sélection mexicaine, Boza avec l'Argentine, Rueda le Chili, Jesus qui est retourné à Benfica. Donc les concurrents des gros clubs brésiliens, c'est plutôt être soit les sélections nationales, soit les clubs européens. Et après, il y a les clubs un peu plus anonymes, on va dire, de la Serie A brésilienne, qui là s'appuie sur des Brésiliens. Donc il y a évidemment Rogério Ceni, il y a Thiago Nunes, même si ça n'a pas fonctionné au Corinthians, il a fait un très beau parcours à Atlético Paranaense. Il y a Fernando Diniz aussi qui a cette année aussi c'est pas mal. Bon, il y a toujours un peu de mal parfois dans les résultats, mais c'est vrai qu'il arrive à mettre ses idées en place.
Il y a aussi d'autres jeunes, on voit, je pense à Mauricio Barbieri ou c'est Ricardo, mais ça va plutôt être des entraîneurs avec un profil pour développer des jeunes et faire grandir des petits clubs. Et c'est vrai que tu citais Rogerio Ceni, c'est le bon exemple, qui fait un très beau parcours avec Fortaleza. Ensuite, il va à Cruzeiro, qui est comme un plus gros club, il se met le vestiaire à dos et ça marche pas. Et ensuite, il retourne à Fortaleza et ça fonctionne à nouveau. Donc, je pense que pour l'instant, les étrangers, c'est plutôt pour les gros clubs, on va dire. Ouais, c'est ça. La gestion des puissants sera confiée à des compétences étrangères et les techniciens locaux vont à être sur des profils de clubs plus modestes. Voilà, en gros, concrètement. Ouais, pour l'instant, c'est comme ça, mais peut-être que le succès des étrangers dans les gros clubs va amener les plus petits clubs à chercher aussi ce type de profil. Ouais, ouais, mais il faudra, tu l'as dit, il faudra en avoir les moyens. Alors on l'a vu donc pour le championnat, on a vu j'ai presque envie de dire ce ping-pong qu'il y a eu dans l'histoire avec ces courants étrangers, puis brésiliens, puis à nouveau étrangers, qui ne semblent, on vient de le dire, concerner maintenant essentiellement que ceux qui peuvent s'offrir des entraîneurs étrangers, parce qu'on a aussi changé de monde par rapport aux courants étrangers des années de 30 à 50. On l'a vu donc pour le championnat, on va terminer avec une question qui va aller à l'étage au-dessus, surtout pour les Brésiliens, la Seleção. Dans l'histoire, il n'y a eu qu'un seul sélectionneur étranger. On a vu, et c'est pas anodin de le dire parce que la place qu'a pris la sélection féminine au Brésil, on l'a vu nous en vécu en direct pendant la Copa América 2019, n'est pas anodine. On a vu donc que la sélection féminine a été confiée à une sélectionneur étranger, Pia Sundhage, qui est à la tête des filles. Est-ce qu'on peut imaginer à terme voir arriver un entraîneur étranger à la tête de la Seleção? Alors, il y a une enquête de Foia récente qui montrait que 39% des Brésiliens étaient favorables. Et il y en avait 20, donc c'est pas énorme, mais il y en avait 23% en 2014. Donc ça progresse, je pense, en partie grâce aux résultats des entraîneurs étrangers dans le championnat. Il y a eu effectivement un seul entraîneur étranger dans l'histoire de la Seleção, c'était Ramon Platero, on en a parlé en début d'émission, celui qui a entraîné Vasco et Flamengo dans le même temps. Il va entraîner le Brésil lors du championnat sud-américain en 1925, où le Brésil termine deuxième. Là aussi, c'est le premier entraîneur, je crois, où il avait vraiment les pleins pouvoirs pour sélectionner les joueurs. Mais depuis, il n'y en a eu aucun. Il y a Guardiola qui revient un petit peu dans les fantasmes. Mais sinon, il n'y a pas de nom. Et pour l'instant, ça semble un peu compliqué à mettre en place, même si effectivement, après la Coupe du Monde féminine, Pia a été nommée sélectionneuse de l'équipe féminine. Caboclo, le président de la CBF, avait insisté pour vraiment qu'elle mette en place une révolution du football du football brésilien féminin. Après, c'est vrai qu'elle a quand même un sacré palmarès, qu'elle est double championne olympique avec les États-Unis 2008-2012. Et elle fait finale à Rio avec la Suède, en éliminant d'ailleurs le Brésil en demi-finale. Elle avait battu aussi le Brésil en finale en 2008. Donc voilà, elle a un vrai CV. Pour l'instant, son bilan est plutôt correct. Parce qu'en 11 matchs, il y a eu 6 victoires, 4 nuls, une défaite contre la France, 26 buts marqués, 5 buts encaissés. Donc c'est plutôt positif, avec l'objectif d'atteindre la finale au JO l'année prochaine, on espère. Et je pense que si elle parvient à obtenir des résultats, ça peut aider. C'est vrai que tu l'as dit aussi, l'équipe féminine au Brésil a beaucoup d'importance. Et je pense qu'elle peut aider peut-être la nomination d'un entraîneur étranger à la Seleção garçon. Même si je pense que ce sera pas pour tout de suite, je vois plus Renato Gaúcho suivre Tite. Et surtout, ça sera plutôt, je pense, un Européen, je vois plus un Espagnol ou un Portugais. Un Uruguayen, un Argentin, ça semble vraiment compliqué. Ouais, le jour où le Brésil nomme un Argentin, là on sera bien. Mais en tout cas, il faudra quelqu'un qui a aussi un CV au moins équivalent en importance à celui de Pia quand elle est recrutée à la tête des filles. Je veux dire, tu peux pas prendre un entraîneur européen pour prendre un entraîneur européen. Il va falloir quelqu'un avec un CV ultra béton. Ouais, c'est pour ça que c'est le nom de Guardiola qui revient. C'est vrai que ça semble le profil idéal, que ce soit le type de jeu en place, le management, etc. Mais c'est sûr que oui, tu peux pas nommer n'importe qui à la tête de la Seleção, puisque être étranger va être quand même un désavantage, on va dire. Tu es obligé d'avoir un CV supérieur aux Brésiliens pour entraîner peut-être un jour la Seleção. Eh ben, écoute, on verra bien si ça arrivera un jour. C'est vrai qu'on a du mal à y croire, mais bon, on a du mal à y croire parce que c'est, tu l'as dit, arrivé qu'une seule fois à une époque que nous n'avons pas connue et qu'il est difficile d'avoir connu en 2020. On va en rester là sur ce podcast consacré aux entraîneurs étrangers
au Brésil. Je vais te remercier de m'avoir accompagné, Marcelin. Merci à toi, c'était un plaisir. Et puis je vais en profiter, puisqu'on est ensemble, pour vous inviter à vous rendre un petit peu sur notre campagne de précommande, puisque avec Marcelin, on est dans un projet un petit peu plus que bien avancé, puisqu'il est quasi bouclé, on va dire ça, avec la biographie de Garrincha. Donc je vous invite, je vais vous mettre le lien dans toutes les descriptions aussi, si vous voulez vous procurer cette biographie. Toute humilité, on a envie d'estimer que c'est peut-être la plus complète qui ait jamais été écrite en français, on va dire ça, Marcelin. Ouais, en même temps, il n'y en a pas trop non plus qui ont été écrites. C'est pour ça on est tranquille. Non, mais c'est pour ça on est tranquille. Mais c'est vrai qu'il y a les biographies, et puis en plus il y a les interviews à côté, et puis pas mal de contenus en plus, qui sont d'autant de manières en fait de voir un petit peu que ce soit la carrière ou la vie de Garrincha. Exactement, il y a dedans 7 chapitres, il y a des interviews de gens qui l'ont connu, des amis d'enfance, il y a aussi des historiens, il y a aussi des descendants de Garrincha. Donc voilà, on va pas tout vous spoiler sur le livre, mais voilà, c'est juste pour vous donner l'envie. Et on est allé sur place, donc vous aurez même droit à un petit carnet avec des images, et vous verrez à quel point Garrincha a laissé une vraie trace. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page sur KissKissBankBank de prévente de cette biographie qui arrive pour les fêtes de fin d'année. Donc ça sera très bien aussi à mettre sous le sapin. Je vais vous laisser ici et je vais donc vous remercier d'avoir passé cette bonne demi-heure avec nous à parler d'entraîneurs et de Brésil et de football de la planète Hello. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt les amis.